la révision continue de plus belle. Chers téléspectateurs, nous allons rejoindre la salle avec un autre professeur pour une nouvelle révision, toujours avec Télé-École. Je vais donner la parole à M. Djibril Diouf, professeur de philosophie au lycée Ngaskop. Alors, il va s'entretenir avec nous sur les origines et la spécificité de la réflexion philosophique. Merci Madame Silla et bonjour à toute l'assistance. D'abord, je commence mon intervention par remercier la direction de la Maison de la Sagesse qui nous a conviés à cette journée faite pour la pensée, pour l'échange, pour la réflexion sur la philosophie, mais également remercier ma collègue et amie, Madame Silla Fatima Takosumare, de qui l'invitation est venue. Et je commence aussi par vous dire que c'est un plaisir et vraiment un honneur d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous le peu de choses que j'ai pu rassembler et qui portent sur ce que Madame Silla a annoncé tout à l'heure, les origines et les principes de la philosophie, ou les origines et la spécificité de la philosophie. Alors, à vrai dire, toute l'intervention va ramasser les points essentiels du domaine 1, parce que dans tout le domaine 1, il est question de parler des principes de la philosophie, des origines jusqu'au chapitre 4 qui porte sur la philosophie africaine et moderne. Alors le procédé sera un peu plus différent que le procédé du professeur Alia, parce que je voudrais quand même poser un certain nombre de questions et essayer de répondre à ces questions avec vous, et si jamais vous le voulez bien sûr. Alors pour ce qui concerne mon intervention, il faudra juste savoir que dès l'Antiquité grecque ou l'Antiquité chinoise ou indienne, ou même pour aller plus loin, dès l'Antiquité égyptienne, il y avait quelque chose dans l'esprit humain qui faisait appel à la naissance de la philosophie. Et ce quelque chose, ce n'est rien d'autre si ce n'est le désir. Alors on se pose la question de savoir, désir de quoi? Mais désir de connaître pour comprendre, mais le désir de comprendre pour expliquer. La philosophie est donc née d'un désir de rationalité. Alors, car connaître, comprendre et expliquer sont des activités ou encore des exigences qui se rapportent à la raison. Et pourtant, le mythe fournissait déjà une connaissance, une compréhension et une explication de l'univers. Et à partir de là, on se pose la question de savoir pourquoi donc philosopher si le mythe fait déjà ce que la philosophie est venue faire. Donc vous voyez que là, je veux commencer mon intervention, mais avant d'aller plus loin, il faudra quand même que l'on pose un certain nombre de questions. Et ce sont ces questions-là que je vous ai annoncées tout à l'heure, que je voudrais quand même les traiter avec vous, et que ce ne soit pas un discours qui est en fait monotone. Et les questions sont où, quand et comment est née la philosophie. Mais faudrait-il d'abord identifier la philosophie en répondant au préalable à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Avant de situer en fait le moment de sa naissance, il est important au préalable donc de résoudre la question de l'identité de la philosophie, la question de la définition de la nature de la philosophie. Parce qu'il y a une imbrication, une interconnexion, donc une relation entre l'origine et la définition de la philosophie. Et Jean-Pierre Vernant, qui est un auteur que vous avez peut-être vu en classe, revient sur cette imbrication de façon très juste et très claire, car il dit la question d'identité, la question d'origine, liées l'une à l'autre, sont inséparables. Même si, en trop bonne, en trop simple logique, la seconde semble supposer déjà résolu la première. On dira, pour établir la date et le lieu de naissance de la philosophie, encore faut-il connaître qui elle est. Posséder sa définition afin de la distinguer des formes de pensée non philosophiques. Mais, à l'inverse, qui ne voit qu'on ne saurait définir la philosophie dans l'abstrait,
comme si elle était une essence éternelle. Et là où c'est important, c'est quand il dit pour savoir ce qu'elle est, il faut examiner les conditions de sa venue au monde, suivre le mouvement par lequel elle est. Elle s'est historiquement constituée lorsque dans l'origine de la culture grecque, posant des problèmes neufs et élaborant les outils mentaux qui exigeaient leur solution, elle a ouvert un domaine de réflexion, tracé un espace de savoir qui n'existait pas auparavant, où elle s'est elle-même établie pour en explorer systématiquement les dimensions. Donc vous voyez qu'il y a un lien, comme je le disais tout à l'heure, une interpénétration entre la question de l'origine de la philosophie et la question de la définition, et il est impossible ou difficile de pouvoir étudier l'une sans l'autre inversement. Et donc, nous allons suivre la voie tracée par Jean-Pierre Vernant qui nous dit, avant d'étudier la philosophie, sa nature, son essence, il vaudrait quand même mieux d'étudier les conditions de sa venue au monde, les conditions de sa naissance. Et sur ce point, nous essayerons d'aller très rapidement pour pouvoir se consacrer sur la deuxième phase de notre intervention, qui portera effectivement sur les principes de la philosophie, sur la spécificité de la philosophie, qui nous permettra quand même de ramasser tout ce qu'il y a d'essentiel dans les chapitres qui suivent le chapitre premier. Mais sur la question des origines, il convient de faire la part des choses, parce qu'il y a, comme nous le savons tous, deux types d'origine. L'origine historique, ou la temporalité historique, et l'origine logique, ou encore l'origine logique, oui, de la philosophie. Et sur la temporalité historique, sur l'origine historique de la philosophie, qui essaie de voir le lieu de naissance de la philosophie, il y a un problème, il y a un débat que Émile Bréhier formule de fort belle manière, en disant, la philosophie est-elle née, est-elle une invention des Grecs, ou est-ce un héritage qu'ils ont reçu de la part des barbares? Et en traitant de cette question, ça va nous permettre de résoudre aussi le problème du domaine 4, d'accord, qui porte sur la philosophie africaine, et on n'aura donc pas besoin de revenir sur ça. Et sur cette question que pose Émile Bréhier, qui dit, la philosophie est-elle une invention des Grecs ou un héritage qu'ils ont reçu de la part des barbares? Ici, il faut comprendre le mot barbare, non pas dans son sens péjoratif contemporain, moderne, mais comme le sens de étranger. Dans la pensée grecque, dire barbare signifie juste étranger, mais pas sauvage comme le nom l'indique et le signifie de nos jours. Alors sur cette question, il y a deux thèses qui s'affrontent. Nous avons d'une part une thèse qui affirme que la philosophie est grecque par sa naissance et par sa nature, et dans son être même. Alors certes, ce n'est pas une simple affirmation gratuite, dépourvue de fondement, dépourvue d'arguments. Il y a des arguments qui accompagnent cette thèse, car en philosophie, il ne s'agit pas tout simplement d'affirmer des choses, mais encore que quand on affirme, il faut qu'il y ait des arguments qui accompagnent la thèse. Alors cette thèse a des arguments qui l'aident à s'affirmer. Et ces arguments peuvent se résumer en quelques points. Il y a d'abord l'existence en Grèce ancienne d'un travail qui est important, un travail qui est essentiel, qui a été fourni par un groupe de penseurs, un groupe de sages, que l'on appelle les présocratiques, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors la question qui présidait dans l'œuvre de ces présocratiques, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Alia Aïdara, était de savoir qu'est-ce qui reste identique à lui-même lorsque tout change et permet à chaque chose de venir au monde. Donc permet de fonder chaque chose ou chaque phénomène de l'univers. En se posant cette question, les présocratiques évitent de donner comme réponse les mêmes choses que donnaient les mythes, c'est-à-dire les imaginations de la mythologie. Ces imaginations de la mythologie, pour donner sens aux phénomènes de l'univers, faisaient recours à des êtres surnaturels. Et à ces êtres surnaturels, les spécialistes des mythes attribuaient en fait un rôle qui était de régir ces phénomènes-là. Alors les présocratiques, eux, ils ont préféré observer cet univers. Ils ont préféré observer le monde et expliquer le naturel qui se trouve face à leurs yeux par le naturel, et non pas le naturel par le surnaturel comme le faisait la mythologie. Avant de finir avec les présocrates, il faut noter qu'il ne s'agit pas là d'un groupe de penseurs qui étaient autonomes, okay, et qui ont vécu au même moment. Ce n'est pas comme ça qu'il faut les comprendre. Ils sont hétérogènes, donc ils sont divers, et la plupart d'entre eux n'ont pas vécu ni au même moment, ni au même lieu. Donc quand on dit présocratique, c'est comme si c'était un groupe de penseurs qui évoluaient ensemble, alors que ce n'est pas comme ça qu'ils ont vécu. Alors ce qu'il faudra également noter, c'est qu'ils ont opéré une rupture vis-à-vis de la manière traditionnelle
et mythologique de voir le monde. Ça, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure. Ils ont révolutionné la pensée en inaugurant une forme de réflexion qui est nouvelle, une forme d'explication du réel qui est totalement nouvelle et différente de la manière dont la mythologie approchait et expliquait ce réel-là. Et cette forme nouvelle d'expliquer le monde, cette forme nouvelle d'approcher le monde, ce n'est rien d'autre que la philosophie. Alors, c'est la philosophie, et donc, ou bien encore les premiers balbutiements de cette philosophie, les premiers développements de la philosophie qui s'identifient à cette manière nouvelle de comprendre et d'expliquer le monde. Donc, de même que, toujours dans ces arguments qui disent que la philosophie est née et est grecque dans sa nature même, il y a la tradition qui rapporte que c'est en Grèce qu'on a pu observer l'existence d'un ensemble de conditions qui sont à la fois économiques, politiques et sociales, et qui sont propices, qui sont donc bénéfiques à l'éclosion de la pensée philosophique. Il y a l'égalité des citoyens devant la loi avec l'isonomie, il y a la prise de la parole en public dans l'agora, il y a également la démocratie dans la cité grecque. Le débat libre et critique sont autant de conditions qui ont concouru à l'apparition de la pensée philosophique en Grèce. Et ce paysage social, économique et politique que je viens de décrire est résumé par Michel Serres dans un passage qui dit les choses de manière vraiment claire. Il dit, reprenant en fait un livre de Jean-Pierre Vernant que j'ai cité tout à l'heure, que dans Mythes et pensées chez les Grecs, Jean-Pierre Vernant cherche et trouve des rapports entre ces premiers modèles rigoureux du monde et une telle révolution, bouleversant l'organisation politique et l'histoire sociale. Et là où je voudrais vraiment en venir, c'est cette suite de la citation. Il dit « Celui qui parlait au groupe se plaçait au centre comme une terre ou un soleil. Et ses auditeurs l'entouraient, chacun à son tour, écoutait, puis prenait la parole, réalisant ainsi la célèbre isonomie ou égalité démocratique des droits. » Donc tous ces arguments, tous ces éléments aident cette tradition à soutenir de façon claire et précise que la philosophie serait née en Grèce. Alors nous avons dit tout à l'heure que cette question de Bélier est une occasion pour parler du chapitre 4 du domaine 1, qui est l'idée d'une philosophie africaine. Ceci parce que le problème que pose ce domaine, c'est la question de savoir, existe-t-il oui ou non une philosophie africaine. Donc ça, c'est la question de ce domaine 4. Et en réalité, il y a une ethnologie européocentriste et une bonne partie de la philosophie occidentale du XVIIe au XXe siècle qui se sont attelés, cette ethnologie et cette philosophie-là, à nier à l'Afrique et au reste du monde non européen l'existence de toute forme de pensée rationnelle. Il y a David Hume, il y a Kant, il y a Hegel, il y a Lucien Lévy-Bruhl, même si ce dernier, sur le tard de sa vie, est revenu sur ses positions racistes et racialistes. Il y a également Heidegger, qui ont été les principaux artisans de tels préjugés, qui disent qu'il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de pensée en Afrique, à la base qui sont donc des préjugés racistes. Et la conséquence immédiate de ces préjugés était de nier à l'Afrique l'existence d'une philosophie. Mais il faut aussi noter que dans le courant de ce même siècle du XXe, il y a eu des réactions qui sont contraires à ces préjugés racistes, qui se sont faites sentir, aussi bien de la part d'Européens comme de la part de négro-africains. Alors quand je dis négro-africains, je parle de Noirs qui sont soit africains ou américains ou qui vivent dans un autre continent. Donc le négro-africain, c'est plus large que l'africain tout simplement. Alors il y a Léo Frobenius avec son livre sur l'histoire de la civilisation africaine. Il y a également Placide Tempels avec la philosophie bantou. Dans lesquels ouvrages ils ont osé affirmer qu'il existe bel et bien une philosophie en Afrique à une époque où l'Africain était considéré comme un sous-homme. On ne va pas revenir sur les paroles de tel ou de tel autre. On va juste se limiter à ça. Alors, le plus profond de ces tenants, des tenants de cette thèse, c'est surtout Cheikh Anta Diop, qui nous est le plus proche. Car d'après lui, non seulement l'Afrique a une philosophie, l'Afrique est le berceau
de la philosophie et des sciences. Et quand je le dis de manière aussi simple que ça ne s'est pas passé comme ça. Quand Cheikh Anta Diop affirme ça, c'est sur la base d'arguments, sur la base de preuves qui sont à la fois scientifiques, anthropologiques, sociologiques, à tous les niveaux, car nous savons qui était Cheikh Anta Diop. C'était un polymathe, pour reprendre le terme que Djibril Samb, philosophe que Alia a cité tout à l'heure, a utilisé pour nommer Cheikh Anta Diop, pour qualifier Cheikh Anta Diop. Un polymathe, c'est quelqu'un, comme son nom l'indique, polymathe, qui a plusieurs types de connaissances de part devers lui. Donc quand il dit que l'Afrique est le berceau de la science et de la philosophie, je peux le dire ici parce que le temps ne me le permet pas, sans explication, mais ce n'est pas une affirmation gratuite comme ça semble se dégager. Donc non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité et des sciences, mais ce qui s'est passé en Grèce ancienne, avec les présocratiques, comme je viens juste de le rappeler, n'est rien d'autre qu'un plagiat, une sorte de pillage, une sorte de vol, entre guillemets, intellectuel, que les Grecs ont opéré vis-à-vis de la pensée égyptienne, vis-à-vis de la pensée africaine. Sur le tard également, toujours sur les philosophes africains, il y a Marcien Toa et Paulin Ntondi qui ont remis en cause une telle attitude qui consiste à prendre nos cultures, nos traditions et nos coutumes, ainsi que nos us, comme étant de la philosophie. Et selon eux, s'entêter à dire que ça c'est de la philosophie, c'est faire de l'ethnophilosophie. Et même si c'était de la philosophie, cela ne nous dispense pas, nous, Africains, aujourd'hui, de philosopher. Donc, il ne s'agit pas de dire tout simplement que nos ancêtres ont philosophé, mais il s'agit aussi de se mettre à philosopher. Je voudrais vraiment terminer ce point sur la temporalité historique de la naissance de la philosophie en rappelant un propos qui est éclairant de Jacques Lunris. Il dit « L'historien de la philosophie doit exprimer la pluralité des temps et reconnaître que personne n'a découvert la philosophie comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. » Donc ça nous permet de mieux savoir comment est-ce que la philosophie a une multitude de points à partir desquels on peut situer sa naissance, et non pas en Égypte, en Grèce tout simplement. Donc nous avons dit qu'à côté de cette temporalité historique, il y a une origine logique. Et cette origine logique-là, dont nous sommes vraiment obligés de parler quand on étudie la naissance et la nature de la philosophie, il faut comprendre qu'il est fort possible de le lier à la question qu'est-ce que la philosophie. Donc il ne s'agira pas d'étudier l'origine logique d'une part et la question qu'est-ce que la philo d'autre part, mais je voudrais vous inviter à étudier ensemble les deux, mais à un seul point. Donc l'origine logique de la philosophie et qu'est-ce que la philosophie. On étudie ça ensemble pour sortir les principes généraux de la philosophie, les principes essentiels de la philosophie, et permettre à l'atelier qui va suivre et qui va porter sur l'utilité de la philosophie de pouvoir avoir un ensemble de matériaux à partir desquels nous allons débattre. Parce que mon intervention, c'était d'abord pour permettre à l'assistance d'avoir un ensemble de principes, un ensemble de bagages pour maintenant préparer les ateliers qui vont suivre. Parce que là-bas, d'après le format, si je ne me trompe, ce sera une meilleure interaction entre les élèves, entre eux-mêmes, mais aussi entre les élèves et nous-mêmes. Et ça, c'était juste les points que nous devons sortir ici. Donc, essayons de voir ça ensemble. Donc, si on arrive à reconnaître ce qu'est la philosophie et ce qu'elle n'est pas, il devient facile de savoir à quel moment commence-t-elle. Définir la philosophie, c'est surtout, comme tout autre objet que l'on étudie, montrer ses contours, montrer ses limites, montrer ses traits distinctifs. C'est également identifier les grandes interrogations qu'elle tente de résoudre, mais c'est aussi étudier et voir ses enjeux, ses finalités et ses perspectives. Lesquelles perspectives qu'elle se donne donc à réaliser. Vous l'avez sûrement deviné, ce dernier crochet que je viens de faire nous permet aussi de savoir ce qui se passe dans le domaine 3, dans le chapitre 3 du domaine 1, qui porte sur les enjeux, les finalités, les perspectives de la philosophie. Donc vous voyez que tout est lié du premier chapitre jusqu'au dernier dans le domaine 1. Et même cette liaison continue jusqu'à la fin du programme de philosophie. C'est ça en fait la caractéristique fondamentale du programme de philosophie. Tout est lié, tous les chapitres. Alors, il faut reconnaître que tout ceci n'est pas facile. Car toute question philosophique, comme la question qu'est-ce que la philosophie, s'accompagne d'un ensemble de difficultés. Et là, je voudrais vous faire sortir de votre zone de confort, parce que là vous êtes en train de suivre, tout est facile, vous ne participez pas, je suis le seul à parler,
Voilà une occasion pour participer au débat maintenant. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui, d'après vous, pourraient être les difficultés qui peuvent se poser à nous quand il s'agit de vouloir définir la philosophie? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à sortir ces problèmes, ces difficultés-là que nous avons quand nous voulons définir la philosophie? C'est pour casser un peu la monotonie, quoi. C'est pas bon pour une communication de parler pendant 30 minutes seul. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Allez-y. Votre nom, c'est comment? Bon, on peut avoir 2 réponses, c'est pas grave. Votre nom, c'est comment? Fatima. Aïcha. Fatima Sarr, la question c'est qu'est-ce qui, selon vous, nous pose problème quand il s'agit de vouloir définir la philosophie? Si on veut définir la philosophie, ce serait une difficulté parce qu'il n'y a pas une seule et unique définition concernant la philosophie. Très bien. Et aussi, ce serait lui fixer des limites. Or, il n'y a pas de limite en philosophie et chaque penseur a sa propre définition. Très bien, très bien. Merci Fatima. Je vais essayer d'écouter ce que notre camarade derrière veut nous dire. Votre nom c'est comment? Mohamed? Mohamed Ndiaye. Fatima, Mohamed. Il y a quelque chose de vraiment batine dans ça. Aïcha? Mohamed. Bon, pour moi, il serait très difficile de définir la philosophie. Parce que, comme elle vient de le dire, il y a autant de philosophes. Pour chaque philosophe, chaque philosophe donne sa propre définition. Effectivement. La perception qu'il a sur cette définition. Très bien. Et on ne peut pas prendre la définition d'un philosophe pour en faire une définition générale. Effectivement. Parce que chaque philosophe a sa propre pensée. Comme par exemple, chaque philosophe. Effectivement. On ne peut pas prendre la définition de ce philosophe pour en faire une définition. Effectivement. Très bien. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose sur ce que la famille du prophète vient de nous dire? Oui, une dernière intervention, vas-y. Le nom c'est comment? Mohamed. Waouh. Vas-y. Hein? Bon, d'abord Mohamed, et puis après Hassan. On ne sort pas de la famille. Oui, Mohamed, vas-y. Bon, après lui, la dernière intervention sera à vous pour que nous puissions avancer. Oui, vas-y. Définir la philosophie devient un peu problématique. Il y a autant de philosophes que de systèmes philosophiques. Très bien. Très bien. C'est ce que vous voulez ajouter. C'est parfait. C'est parfait. Oui, Al-Hassan, j'espère que Hussein se prépare. Vas-y. Pour compléter la famille, quoi. La philosophie est une questionnement. Et chaque réponse, une autre question. Très bien. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de résumer ce que nos amis ont dit et de fort belle manière. Parce que vous avez sorti, je dirais, les 2/3 des difficultés qu'il y a à définir la philosophie. D'abord, la pluralité des systèmes, la pluralité des définitions, parce que chaque système correspond à une définition de la philosophie. Ça, c'est le problème que Fatima et Mohamed ont sorti. Et puis l'autre, Mohamed également, a parlé du fait qu'il y a autant de philosophes, très bien, que de définitions de la philosophie. Donc vous voyez que ça se recoupe. Le fait maintenant que la philosophie soit un questionnement perpétuel qui ne s'arrête pas, me permet de sortir l'autre tiers des difficultés, c'est que la philosophie est une discipline qui n'a pas forcément un objet d'étude précis, comme c'est le cas avec les sciences. Et je voudrais revenir tout à l'heure sur ça. Donc, les difficultés sont là. L'absence d'objet d'étude, oui, bon, on n'a pas trop le temps pour... Après, vous aurez l'occasion de reparler sur d'autres problématiques tout à l'heure, d'accord? Voilà, donc, l'objet d'étude de la philosophie n'est pas unique, mais il est multiple. Quand il s'agit de définir une science, on la définit à partir de son objet. Mais quand il s'agit de la philo, on ne peut pas la définir à partir de son objet, car son objet est multiple, car son questionnement est perpétuel et ne s'arrête pas. On ne peut pas limiter la philosophie. C'est ça que signifie, on ne peut pas prendre une définition au détriment des autres. Ce serait versé dans le dogmatisme, et la discussion de tout à l'heure a montré que la philosophie est une discipline antidogmatique. Et donc, définir la philo à partir d'une seule philosophie, à partir d'un seul auteur, à partir d'une seule définition, serait être un dogmatique, car on écarterait d'autres définitions au détriment, au profit d'autres. Et ça,
c'est faire autre chose que philosopher, car c'est entrer dans le dogmatisme. Donc, et je voudrais revenir, comme je l'ai promis tout à l'heure, sur cette difficulté qui fait que la philosophie, différente de la science, n'a pas un objet à partir duquel on l'a défini. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que la philosophie, la science et la philosophie ont cette différence-là. Et pour régler un des problèmes que l'on pourrait étudier dans l'étude comparative entre philosophie et les autres modes de savoir, on règle le problème ici entre philosophie et science en parlant de leur différence. Ça, c'est une différence. La science se définit à partir d'un objet et que donc pour définir chaque science, il suffit tout simplement de le voir à partir de sa délimitation du réel qu'elle étudie et la définir à partir de ce moment-là. Et ça, Jean Piaget nous le dit. Chaque science délimite le réel et se trouve son objet propre et précis pour lui consacrer ses recherches. Voilà comment procède chaque science. Pendant que la philosophie, elle, je l'ai dit tout à l'heure en parlant à Hassan, elle embrasse tout le réel dans son questionnement. De même, dans cette différence entre philosophie et science, que je vous promets d'étudier tout de suite, au lieu d'attendre la fin, dans cette différence, la philosophie utilise la méthode. Du point de vue de leur méthode, il y a différence. La philosophie utilise la méthode spéculative, la méthode analytique, alors que la science, elle utilise certes la démonstration, qui peut être une méthode analytique et donc spéculative, mais surtout la méthode expérimentale. Et ça, c'est une différence qu'il y a entre les deux. La difficulté qu'il y a donc à définir la philo, c'est ça, cet objet qui est absent par rapport aux sciences qui, à chaque science donc a ses propres objets, alors qu'on n'a pas ça en philosophie. Donc, retenons cette étude comparative entre philosophie et science que nous venons de régler en étudiant les difficultés de la définition de la philosophie. Alors, nous pouvons également tenter, puisque c'est difficile, on sait tous que ce qui est difficile n'est pas impossible. Le difficile et l'impossible, c'est pas la même chose. Une chose peut être difficile tout en étant possible. Puisqu'il est possible de définir la philosophie, maintenant on tente de donner un ensemble de caractéristiques, un ensemble de principes à partir desquels on peut reconnaître la philosophie. Et là, nous pouvons tenter une première approche en disant que la philosophie est une réflexion critique et un discours rationnel. Réflexion parce que la philosophie est un mouvement de retour de la pensée sur elle-même dans le but de se remettre en cause. Dans le but de se remettre en cause pour éclairer ses propres vues, pour éclairer ses propres savoirs. En fait, avec Socrate, comme l'a dit ce matin le professeur Halia Edara, avec Socrate, l'activité philosophique se trouve un nouveau centre d'intérêt et qui est l'homme et la connaissance de soi. Je pense que Hassan a posé tout à l'heure la question de l'humanisation et la réponse que Halia a donnée, c'est effectivement ça. Donc la philosophie se tourne désormais vers l'homme et l'examen de sa vie. Ce désir de rationalité dont nous avions parlé dès le début de notre intervention est l'essence même qui fait vivre cette philosophie. Que ce soit la philosophie présocratique avec les présocrates, les auteurs présocratiques, qui désiraient de connaître, qui désiraient de comprendre et qui désiraient d'expliquer le réel, ce désir de connaissance, ce désir de rationalité est ce qui fait vivre la philosophie. Aussi bien donc que la philosophie socratique qui a un désir maintenant, certes de connaître la nature, mais aussi et surtout de connaître l'homme. Car le centre d'intérêt principal de la philosophie de nos jours, à partir de Socrate, c'est surtout la connaissance de l'homme, la connaissance de soi aussi, on peut le dire comme ça. Ce qui se justifie d'ailleurs à travers l'étymologie du mot philosophie, qui, nous le savons tous, vient de Philéine et de Sophia. Le tout donc donne amour de la sagesse. Amour comme manque, mais aussi amour comme désir, comme le dit Platon. Le mot désir, il faut le retenir, ça revient toujours. Philosophie et désir sont deux choses qui sont inséparables. Philosopher, c'est désirer le savoir, et ça, c'est ce qui fait vivre la philosophie. Ça fait partie des principes de la philosophie. Donc, manque et désir, d'après Platon, et sagesse, à la fois théorique, comme la connaissance, ou pratique, comme l'art de vivre, ou comme comportement, comme mode de vie. Et je ne dirai rien de plus sur le côté pratique de la sagesse, car, comme vous le savez tout à l'heure, le professeur a parlé de cet aspect de la sagesse en nous présentant la figure de Socrate. Toute la philosophie de Socrate est certes théorique parce qu'il y avait une recherche de la connaissance, un amour de la sagesse, mais le but ultime, c'était de fonder une action. Toute la philosophie de Socrate, c'est ça. Rechercher la connaissance pour l'utiliser dans l'action. Donc sagesse à la fois
théorique comme pratique. C'est d'ailleurs pourquoi l'origine logique de la philosophie, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en train d'étudier à la fois la nature de la philosophie et l'origine logique de la philosophie. On l'avait lié dès le départ. Donc il ne faut pas perdre de vue le fil de la pensée. Donc c'est pourquoi l'origine logique de la philosophie, dont nous sommes également à la recherche, est, d'après Platon, comme d'après Aristote, l'étonnement. Platon dit s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Et Aristote dit c'est en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Donc cet étonnement, qui est à la fois le point de départ logique, bien sûr, est l'une des caractéristiques de la philosophie, et selon Karl Jaspers, un événement qui est multiple. Quand on dit étonnement, c'est un mot, mais qui cache une multitude de choses derrière. C'est pourquoi Karl Jaspers le considère comme étant un événement multiple. Comment il l'explique? Il dit que l'étonnement engendre l'interrogation et la connaissance. L'étonnement engendre l'interrogation et la connaissance. Le doute au sujet de ce que l'on croit connaître engendre l'examen et la claire certitude. Le bouleversement et le sentiment que l'homme a d'être perdu l'amène à s'interroger sur lui-même. Donc quand vous regardez le mot, il s'accompagne d'abord de la connaissance, l'examen, le doute, et la claire certitude. Et pourtant, on avait juste dit étonnement. Donc c'est un principe qui est certes unique, mais à la fois unique, mais multiple. Ça, il faut le reconnaître à la notion d'étonnement. Donc la philosophie commence lorsque, face à une situation, face à une réalité, face à un phénomène, nous sentons le manque et le désir nous assaillir. Nous sentons ce manque et ce désir nous traverser de fond en comble, de manière entière. L'analyse et l'examen critique sont alors, à partir de ce moment-là, mobilisés. Dans quel but? Dans le but d'aider l'esprit à donner du sens à ce dont nous faisons l'expérience. C'est là où commence véritablement, de manière logique, pas historique, mais de manière logique, c'est là où commence la philosophie. Ces caractères, la philosophie, là, en commun avec la science. Là, nous avions parlé tout à l'heure sur l'objet, la différence entre philo-science. Ici, c'est le moment de parler de la différence, de la ressemblance, autant pour moi, entre la philosophie et la science. C'est pourquoi j'ai dit ces caractères, la philosophie, là, en commun avec la science, qui, somme toute, est une activité rationnelle et désintéressée, au même titre que la philosophie, et qui ne s'occupe qu'à chercher pour trouver la connaissance. Chercher la connaissance pour comprendre, chercher la compréhension pour expliquer. Ces trois choses, il faut le sentir et le retenir, sont les mobiles et les motifs de toute philosophie et de toute science. Chercher la connaissance et connaître pour comprendre et comprendre pour expliquer. Expliquer quoi? La nature chez les présocratiques et dans une bonne partie de la philosophie, mais également l'homme à partir de Socrate. Et la science, elle porte surtout aussi. Elle porte sur la nature comme elle porte sur l'être humain, même si c'est un autre aspect de l'homme qui l'intéresse, qui est l'aspect, disons, corporel et physique et donc naturel, mais pas l'aspect peut-être psychologique ou subjectif. Alors, ce lien entre pensée philosophique et pensée scientifique est clairement dit par Jean Burnet quand il dit les philosophes ioniens, c'est-à-dire les présocratiques de l'Ionie, comme Thalès, comme Anaximandre, comme Anaximène. Donc, ces philosophes-là, chez qui commence cette pensée présocratique, car Thalès est le premier des présocratiques, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, les philosophes ioniens ont ouvert la voie que la science, depuis, n'a plus eu qu'à suivre. Donc ce que la science fait aujourd'hui a été commencé d'abord par la philosophie chez les présocratiques. Ça, c'est un point de ressemblance et un point de rencontre entre la philosophie et la science. En outre, les premières réponses à nos questions, quand nous nous sommes étonnés devant un fait et que nous posons des questions pour pouvoir connaître, comprendre et expliquer ce qui nous étonne, donc les premières réponses à nos questions sont toujours remises en cause. Dans quel but? Dans le but de les rendre plus sûres. À supposer même que cela soit possible, cette certitude-là, à supposer qu'elle soit possible. Si l'on sait que, d'après Karl Jaspers, et Hassan l'a dit tout à l'heure, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, et chaque réponse trouvée, j'ai envie de dire, chaque certitude trouvée est transformée en problème pour devenir une incertitude. Alors, si on sait que ça, c'est ce qui détermine la philosophie aussi, comment peut-on clarifier ou certifier ou rendre beaucoup plus sûres nos réponses? Alors, à côté de cela, il ne faut pas oublier que Descartes aussi a affirmé clairement, en disant que philosopher, c'est de ne recevoir jamais aucune chose comme vraie tant que je ne la connusse évidemment être telle, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements
que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement que je n'eus aucune occasion de le mettre en doute. Quand on regarde les deux pensées, les deux déclarations de Jaspers comme de Descartes, nous nous rendons compte qu'il y a... Et qu'est-ce que vous pressentez? Là-bas, les questions ne terminent jamais. Même si on trouve une réponse, on repose d'autres questions pour aller encore à la recherche. Mais ici, on peut prendre pour vrai quelque chose qui se présente évidemment comme tel. On peut également prendre comme vrai ce qui se présente clairement et distinctement à mon esprit. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Il y a une sorte d'opposition, une sorte de contradiction dans les termes, dans les deux méthodes philosophiques. Il faut juste deviner ce qui est derrière. On a là-bas ce qui correspond au doute sceptique et ici ce qui correspond au doute méthodique. Le doute sceptique ou le scepticisme n'affirme rien ou ne pose des questions que pour poser des questions et pas pour découvrir ou pour retenir quelque chose de vrai ou de solide. Alors que le doute méthodique, certes, pose des questions, comme le fait le scepticisme, mais en posant des questions, ce qui est derrière, ce qui est visé, c'est d'accéder à de la certitude, c'est d'accéder à de la connaissance sûre et certaine. Donc la philosophie, elle est aussi traversée par ces deux principes, scepticisme et doute méthodique. Là-bas, on pose des questions pour poser. Il n'y a pas possibilité d'affirmer quoi que ce soit, mais là-bas, au doute méthodique, on peut bel et bien poser des questions, mais ce qui est derrière, c'est de pouvoir donc arriver à affirmer quelque chose de sûr et de certain. Donc quand on résume tout ça, on dira que l'étonnement, le doute, l'examen, l'analyse critique, voilà un ensemble de caractères qui font de la philosophie une réflexion critique et un discours rationnel, comme nous l'avions annoncé au début. Ils permettent également de marquer avec précision où, quand et comment, de façon logique et pas historique, la pensée philosophique. Nous avons dit que la philosophie est questionnement qui embrasse le tout dans nos explications précédentes. Et les plus grandes questions que se pose la philosophie sont résumées par Emmanuel Kant. Et votre professeur, qui est spécialiste de la pensée de Kant, n'a sûrement pas manqué de vous rappeler ces questions. Est-ce que quelqu'un ici peut nous rappeler ces questions-là? Ah oui. Oui, mais tu as été pro-Kant, et puis après, anti-Kant. Voilà, les maximes kantiennes, peut-être pas les maximes, mais ça, c'est à partir de l'axiologie. Les questions, faites honneur à votre prof qui est spécialiste de Kant. Quand même, hein? Hein? Les questions, les grandes questions que se pose la philosophie, résumées par Emmanuel Kant, sont d'abord au nombre de plus ou moins 3. Plus ou moins 3. Voilà. Voilà. Plus ou moins 3. Donnez-moi une question. C'est sûr que si quelqu'un donne une question, les autres vont sortir. Hein? Ou bien on y va. Bon, on dira que les interrogations que la philosophie se pose après les caractéristiques que nous avons sorties, c'est d'abord la question que puis-je savoir? Rappelez-vous, la philosophie est traversée par un désir, le désir de connaître, pour comprendre et pour expliquer. Donc la première question que pose la philo ne peut pas sortir du savoir. Que puis-je savoir? Car la philo, c'est la recherche de la connaissance, dont la réponse est la métaphysique. Que dois-je faire? Dont la réponse est la morale. Que m'est-il permis d'espérer? Dont la réponse est la religion. Et qu'est-ce que l'homme? Donc voilà les 4 questions que pose de façon essentielle. Vous le saviez, je sais, vous le saviez, mais bon, vous ne l'avez pas dit. Alors, dont la réponse est l'anthropologie. Et pour finir, Kant dit que toutes les questions se rapportent en une seule. D'accord? Très bien, c'est la question qu'est-ce que l'homme? C'est donc l'anthropologie qui est la philosophie par excellence, d'après Kant et d'après ce que la philosophie nous apprend. Donc ces questions peuvent se rapporter à cette dernière question qui est la question qu'est-ce que l'homme? Et ça se justifie de ce que le professeur Alia a dit, et ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce que Hassan avait posé comme question. Il ne peut en être autrement. Autrement, c'est-à-dire, on ne peut pas dire autre chose que la philosophie. Ces questions peuvent se rapporter à la question qu'est-ce que l'homme? Il ne peut en être autrement parce que il y a eu une réorientation, de l'activité philosophique vers un nouveau centre qu'occupe désormais l'homme. Ce n'est plus la nature comme les présocratiques, mais c'est l'homme. On l'a tellement répété aujourd'hui que j'ai même envie de passer sous silence ce fait. Cela ne veut pas dire que la métaphysique,
qui répond à la question que dois-je savoir, la religion qui répond à la question que m'est-il permis d'espérer, la morale qui répond à la question que dois-je faire, cela ne veut pas dire que ces activités-là sont dépourvues d'importance. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Mais cela veut dire qu'elles n'ont de raison d'être que parce qu'elles nous disent un peu plus sur l'homme. Toutes ces activités nous disent un peu plus sur l'homme. C'est ça leur raison d'être. C'est d'ailleurs pourquoi on peut les résumer à la dernière qui est la question qu'est-ce que l'homme. Pour exemple, Arthur Schopenhauer définit l'homme comme un être métaphysique. Okay? On est dans la métaphysique et on est aussi dans l'anthropologie. Tout se lie et se ligue pour nous parler de l'homme. Donc Arthur Schopenhauer définit l'homme comme un être métaphysique, ce qui signifie un être dont l'âme est consubstantielle aux questions métaphysiques. L'homme ne peut se passer de la métaphysique. À chaque instant, il tente d'en savoir un peu plus sur la question de la métaphysique classique. Et cette question de la métaphysique classique, c'est qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'être? C'est cette question qui a traversé la philosophie des présocratiques jusqu'à nos jours. Car pouvoir connaître pour comprendre et comprendre pour expliquer le réel, c'est répondre à la question qu'est-ce que l'être? Au fond, la philosophie n'est que métaphysique, la philosophie n'est qu'anthropologie. Donc à chaque instant, l'homme tente d'en savoir un peu plus sur cette question-là. Même si, à partir des époques modernes et contemporaines, la question de la métaphysique a changé un peu de sens et d'orientation pour embrasser dans son sein d'autres questions qui étaient là, certes, mais qui n'intéressaient pas trop la métaphysique. Et ces questions ont pour sens, la vie a-t-elle un sens? Ça, c'est une question qui est devenue métaphysique à partir du XVIIe, à partir des époques modernes et contemporaines. La vie a-t-elle un sens? Des questions comme où allons-nous? D'où venons-nous? Sommes-nous libres ou sommes-nous embarqués avec force et fatalité dans un destin dont les rouages nous échappent? Ces questions-là sont devenues des questions métaphysiques. Et ce détour de la métaphysique vers des questions existentielles, car les questions que je viens de rappeler en dernier sont des questions existentielles, ça porte sur l'existence humaine. C'est pourquoi, pour justifier ce détour que la métaphysique a opéré de l'Antiquité jusqu'aux époques modernes et à partir des époques modernes, pour porter sur des questions qui sont existentielles, Jean-Paul Sartre nous explique carrément ce changement de détour. Il dit, la métaphysique n'est pas une discussion stérile sur des notions abstraites qui échappent à l'expérience. Il dit, c'est un effort vivant pour embrasser du dedans la condition humaine. Donc ce qui doit intéresser la métaphysique, autrement dit la philosophie, ce n'est pas des questions qui portent sur l'être ou sur des choses qui sont au-delà du réel. Mais ce qui importe pour la métaphysique, c'est des questions d'ordre existentiel qui portent sur la condition d'existence de l'homme. Et dans ce que je suis en train de dire là, il y a quelque chose d'édifiant sur les enjeux, les perspectives et les finalités de la pensée philosophique. Donc sur l'utilité, sur la pensée philosophique. Mais je laisserai le soin à monsieur Papa Bouyambaye qui doit suivre mon intervention, de revenir sur cette question avec vous, avec nous, pour qu'on puisse en parler encore en profondeur. Donc tout ceci est lié avec ce qu'on va dire tout à l'heure. Alors nous venons également de voir ainsi les traits distinctifs de la philosophie et qui font qu'elle soit bien différente des autres modes de savoir avec lesquels elle coexiste. Ces autres modes de savoir tels que le mythe, et la science dont nous avons déjà parlé. On a parlé du mythe dès le début, on a parlé de la différence et de la ressemblance entre science et philosophie. Et donc ce qu'il nous reste, ce sont la religion et l'opinion commune. Mais heureusement pour nous, le professeur Alia Aïdara est passé ce matin et il a parlé du rapport qu'il y a entre le philosophe et la société, le philosophe et la religion. Donc des questions du genre, quel est le statut du philosophe et de la philosophie face au sens commun, c'est des questions qu'elle a traitées ce matin et j'espère que vous avez bien pris note. Pourquoi la relation entre le philosophe et la société et entre le philosophe et la religion est-elle une relation souvent heurtée? Est-elle une relation souvent conflictuelle? Pourquoi cela? Cette question également, elle a été abordée en partie dans l'exposé de Mme Alia Aïdara et une question a été posée et elle est venue clarifier en fait ce rapport qu'il y a entre philo et religion. D'une part, elles peuvent aller ensemble, mais il y a des moments où il y a des conflits. Maintenant, comment réconcilier le tout? Je pense que le professeur l'a dit ce matin. Donc, ce sont là des questions que j'avais prévu de laisser au professeur Alia Aïdara et elle ne nous a pas du tout, déçus. Elle est revenue en profondeur sur ça. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais préparé. Je vous remercie de la collaboration, mais également de l'attention que vous avez accordée à ma communication. Merci.
mais je suis, à un moment donné, j'ai voulu rentrer, même si c'est à pied, car en tant que spécialiste de la pensée de Kant, comme il le dit, j'ai travaillé sur Kant en master. En thèse aussi, je travaille sur Kant, les questions essentielles que se pose le philosophe. Peut-être que vous aviez envie d'entendre ma voix, ça je le sais. Je ne vais pas vous laisser sortir comme ça sans parler. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? 4e question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Kant dit? Toutes les 3 premières questions se ramènent à la 4e, qui est qu'est-ce que l'homme? C'est l'homme qui sait, c'est l'homme qui agit, c'est l'homme aussi qui espère. Rappelez-vous, toutes les 3 premières questions se ramènent à la 4e, qu'est-ce que l'homme? Qui est une question centrale, parce que la philosophie est une discipline anthropocentrique. Ok? Alors, on remercie bien M. Diouf pour cet exposé clair. Il est revenu largement sur les principes de la pensée philosophique.